Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On est dans le petit format spécial du reconfinement, les back issues du reconfinement, pour vous faire découvrir chaque jour dans un format court un comics qu'on a envie de vous faire lire, de vous faire découvrir et pourquoi pas de vous faire acheter, ce qui permettra de soutenir nos amis libraires et éditeurs qui sont touchés une nouvelle fois dans une année vraiment compliquée pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est Corentin que j'ai pour ce jour 2 du reconfinement. Corentin, du coup, qui fait partie de l'équipe régulière de First Print, avec moi-même, votre serviteur. Corentin, bonjour. Allô? Est-ce que tu vas bien? Bah oui, ça va et toi? Oui, ça va très bien. Écoute, ce n'est que le deuxième jour où on doit rester enfermé chez soi, donc pour l'instant, ça va, le mental tient bon. Oui. Et je vois que c'est... Je sais pas ce que tu veux que j'ajoute à ça. Non, non, bah, peut-être que tu allais dire, oui, bah moi aussi, c'est la même chose. Haha, tout va bien, on n'est pas du tout... Oui, tout à fait. Voilà. Non, bah moi je vous avoue, j'ai un peu déjà été dehors pour aller voir mon papa hier qui est handicapé des jambes. Du coup, j'ai pu un petit peu voir le monde extérieur et ça a pas l'air d'avoir trop changé avec les milliards de dérogations qui existent, sauf pour les libraires. Donc surveillez si vos libraires font du click and collect et essayez de pas mettre le nez dehors si vous pouvez. Très bien. Écoute, Corentin, on va attaquer tout de suite avec ta sélection du jour. Tu voulais nous parler de Jupiter's Legacy de Mark Millar. Oui, Frank Whiteley et Peter Doherty, rien à voir avec le mec des Baby Shambles. Jupiter's Legacy, non pas Jupiter's Children ni Jupiter's Ascending, comme beaucoup de gens aiment bien confondre les deux. C'est donc un comics de Mark Millar publié en 2013 qui décrit un petit peu... Ce serait un peu bête de dire que c'est le Watchmen de Mark Millar parce qu'il y en a un peu marre de faire des références à Watchmen, mais c'est vrai qu'il y a des similitudes. En résumé, c'est une nouvelle histoire, donc des personnages inédits qui s'inspirent beaucoup de la mythologie DC Comics et qui remontent un petit peu à l'historique réel des comics de l'âge d'or, des super-héros de l'âge d'or, avec un premier personnage qui s'appelle donc, je crois que c'est Sheldon Sampson, c'est ça, voilà, le personnage qui va devenir le Utopian, qui est au départ un industriel de l'économie de l'entre-deux-guerres aux États-Unis, qui va devenir ruiné, qui va finir ruiné après le crack de 29 et qui va commencer à avoir des visions d'une île, un petit peu façon île aux monstres à la King Kong. En tout cas, c'est comme ça que Mark Millar la décrivait, mais aussi voilà, simplement ces espèces de récits d'explorateurs comme Le Monde Perdu, The Land That Time Forgot, etc. Et qui donc va mener une expédition pour se rendre sur cette île sans savoir ce qu'il va y trouver, sinon la réponse aux problèmes des États-Unis. Donc il part avec son épouse, avec son frère, avec quelques amis, et on ne sait pas vraiment ce qu'ils trouvent sur place, mais quand ils rentrent, ils sont pourvus de super pouvoirs. Donc ils vont comme ça devenir les premiers justiciers d'une nouvelle ère, l'ère des miracles, l'ère de l'Amérique triomphante et triomphale, un petit peu comme quand Jerry Siegel et Joe Shuster ont créé Superman. Et de la même façon, d'ailleurs, il va y avoir toute une série de clones et de personnages qui vont apparaître dans leur sillage. Je continue, tu me dis si Oh je non, dois vas-y, je t'écoute, parce que pardon. là, par contre, on est vraiment dans une sélection où moi-même, je suis vraiment à la découverte de ce que tu me racontes, puisque je n'ai pas lu Jupiter's Legacy. D'accord, ok. Bah, en résumé, après, donc là, il y a un très long bond temporel qui se passe, puisqu'il y a une autre série que peut-être on abordera un jour qui s'appelle Jupiter's Circle, qui est un petit peu le Mad Men de cet univers-là, au sens où ça suit les premières années 50 et 60 de ces premiers justiciers et comment leur histoire va un peu bouger les lignes dans ce qu'on connaît de la généalogie américaine, on va dire. Là, on revient sur le présent, et un présent qui, en 2013, du coup, c'était le présent post-crise économique de 2008 et de 2012. Et Mark Millar, en fait, qui se sert un petit peu de ce sujet des super-héros comme véhicule pour poser des questions de société. C'est-à-dire qu'il y a donc le Utopian, qui est donc le Superman de cet univers-là, qui, comme le vrai Superman, a un day job et qui n'est pas pour l'interventionnisme dans les questions politiques et économiques. Superman, il est là pour sauver des gens, il est là pour empêcher les aliens de détruire le monde, mais il n'est certainement pas là pour dire au président comment gouverner, parce que ça reste un bon patriote, un boy scout, etc. A l'inverse, son frangin, qui serait plutôt une sorte de Lex Luthor, bien intentionné, cela dit, et lui part du principe que vu que l'économie va mal, vu que l'écologie va mal, vu que s'il y a une crise économique énorme qui a séparé les riches et les pauvres, vu qu'il y a du racisme, vu qu'en fait les hommes ont prouvé qu'ils n'étaient pas en mesure de gouverner tout seuls, suggère l'idée que les super-héros devraient prendre le pouvoir
et instaurer une véritable utopie fondée sur les idées, etc. Donc par exemple, quoi que ce mec, donc Walter Samson, le frère du héros, passe pour le méchant entre guillemets, il a quand même des idées qui sont assez intéressantes puisqu'il parle d'utiliser la technologie pour réduire le réchauffement climatique, d'imposer une taxation des revenus très élevés, de construire des maisons souterraines pour pallier au problème de la surpopulation, etc. Et puis de bannir toutes les religions pour éviter les guerres de religion, le fanatisme, la bigoterie, l'intervention de l'Église dans les politiques publiques comme l'avortement, etc. Donc finalement, c'est deux personnages qui représentent un petit peu deux visions des États-Unis, à la fois les républicains et les démocrates. Ouais, le deuxième me fait vachement penser à Toyo Harada dans l'univers Valiant, qui est aussi du coup l'homme le plus puissant du monde et qui veut instaurer la paix, mais avec ses propres règles et avec ses idées que il est prêt à faire imposer à tout le monde en fait. Donc un peu la paix totalitaire. C'est aussi le rapport Ozymandias et Manhattan, ou le rapport entre Charles Xavier et Magneto. Et là, effectivement, on voit justement que à travers ces personnages qui sont très connus, parce que c'est le monde des super-héros de Jupiter's Legacy est très simple. T'as des personnages qui volent, qui donnent des gros coups de poing. T'en as qui ont des pouvoirs un peu plus compliqués parfois. Mais en résumé, on va dire que oui, le chat qui mange la pizza d'Océane pendant que je vous parle. Pizza raclette, voilà, vous-même vous savez. On va dire que voilà, l'échelle de puissance est quand même assez simple. Grosso modo, il y a la tête et les jambes. C'est-à-dire que si Superman, c'est le héros Utopian, c'est le héros du corps, c'est le héros physique, c'est le héros qui frappe. À l'inverse, Brainwave, donc son frère, c'est le héros à la Charles Xavier, qui peut créer des mondes virtuels, qui est télépathe, qui peut contrôler les gens par la pensée, etc. Donc les allégories, elles sont un peu simples. Grosso modo, vous avez l'Amérique des travailleurs, qui est donc le Utopian, qui est l'Amérique qui se lève tôt, l'Amérique à l'ancienne, on va dire celle des usines et des champs, etc. Et puis vous avez l'intelligentsia que présente Brainwave. Très vite, ça va aller beaucoup, parce que là, en fait, je vous décris à peu près le premier numéro en vérité, mais ça va aller beaucoup plus loin. Il y a un propos sur l'héritage que laissent les 1% avec leurs enfants, parce que du coup ces personnages-là ont des gosses qui pour la plupart ont mal tourné, qui sont des vedettes de télé-réalité, qui sont des alcooliques, qui sont des chanteurs, qui sont des drogués, qui sont un peu la jet set façon Kardashian de ce monde-là. Et vous avez aussi une sorte de résistance, puisque mine de rien, s'il y a le Utopien et Brainwave, il y a aussi des personnages de super-héros qu'on va considérer comme des super méchants, qui sont en fait des résistants, qui sont des gens qui, un petit peu comme la vraie ultra-gauche, ou comme les vrais anarchistes, ou des gens qui, on va dire, luttent à un niveau local pour essayer de faire changer les choses. Il y a aussi des super-héros qui ont décidé de tourner le dos aux États-Unis pour entrer en résistance. Et notamment parmi eux, il y a évidemment Skyfox, qui est peut-être l'un des meilleurs personnages de la bibliographie de Mark Millar, qui est vraiment une sorte de croisement un peu hasardeux entre, je sais pas comment dire ça, entre Clint Eastwood et Alan Moore. C'est-à-dire que c'est un mec qui est burné, qui aime bien picoler, qui aime bien l'Amérique, qui a une vision assez nette et franche des choses, mais qui en même temps vit en réclusion, déteste le système et est écœuré par ce monde qu'il a trahi quelque part, alors qu'il aurait les moyens de tout détruire. Et on va suivre comme ça la saga familiale du coup des enfants Samson dans le nouveau monde que va essayer de créer le Brainwave. C'est super politique, c'est bien dirigé au sens où entre guillemets l'allégorie politique ne va pas prendre le pas sur la fiction, c'est-à-dire que c'est toujours très intelligent, il y a plein de sujets en sous-texte, mais c'est pas un cours de sociaux, grosso modo, ça reste une fiction bien écrite, musclée, avec des scènes assez fortes. Ça pourrait te plaire, d'ailleurs c'est hyper violent, car on sait que tu aimes la violence. Voilà. Et vraiment, en fait, c'est Mark Millar quand il a envie, grosso modo. C'est-à-dire que là, vraiment, on revient à son outrecuidance des années Authority, c'est-à-dire à l'époque où il faisait vraiment du super-héros politique et social, avec des thèmes en sous-texte qui venaient quand même superposer à une intrigue avec des personnages marrants, grande gueule, forts, et des bonnes scènes de baston, parce que c'est assez là, beau. En fait, on est au-delà du Mark Millar qui fait juste un pitch sur ses numéros et qui abandonne le truc en cours de route. C'est ça, ouais, tu sens qu'il avait vraiment envie d'évoquer un truc plus personnel, et il en parle d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est le thème sous-jacent, c'est la vision de l'Amérique, quel monde on veut pour l'Amérique, quel mode de société on veut pour l'Amérique. Alors certes, c'est à coup de grosses mandales et de capes qui volent dans le ciel, mais c'est quand même une allégorie politique qui est très personnelle pour lui, parce que justement ça interroge un petit peu ses propres idéaux. Donc c'est plutôt bien foutu, et je parlais de The Authority parce que aussi c'est le retour de Frank Quitely au dessin, d'une série Mark Millar. Ouais. Donc Quitely qui est donc le mec qui a porté Mark Millar au début, à l'époque où Mark Millar et Grant Morrison travaillaient ensemble, puisque c'est le fameux duo Grant Morrison-Frank Quitely qui a
qui a écrit certaines des plus belles pages de l'industrie des super-héros. Là, Quitely revient, il est très en forme, c'est très détaillé, c'est très beau, c'est à la fois assez épuré, quand on voit les costumes par exemple, c'est souvent assez réaliste, mais encore une fois, les combats sont très puissants, racés, beaux, et au fur et à mesure des volumes, il va de plus en plus s'approprier ces personnages-là, faire des vraies, très belles scènes de bataille, très belles scènes de confrontation, de dialogue et tout. Enfin, c'est toujours le trait, pour ceux qui ne voient pas, le trait de Quitely, c'est un trait assez précis, assez net, assez sec, souvent assez réaliste, mais aussi assez cruel, on va dire, dans les scènes de violence, justement. Bon, oui, il faut la paix à cette valise. Voilà, grosso modo, les podcasts du confinement. Donc voilà, grosso modo, c'est vraiment de la très bonne BD. Moi, je considère que ça fait partie des meilleurs travaux de Mark Millar depuis au moins 10 ans, sinon plus. Et actuellement, c'est en cours pour à la fois une suite en comics, parce qu'il y a donc eu Jupiter's Circle qui était la préquelle, et il y aura bientôt la suite qui se passe dans le futur, a priori, enfin dans le futur de cette uchronie-là, et une adaptation en série télé du côté de Netflix avec... alors plus Steven D. Knight à la production, mais toujours Lorenzo Di Bonaventura, un mec au CV un peu particulier, on va dire. On n'a pas de nouvelles de la série, mais en tout cas, si vous voulez découvrir le comics, c'est vraiment beaucoup beaucoup mieux que le reste de ce que fait Mark Millar depuis qu'il a créé Millar World, donc je vous la conseille amplement. Ok, bah écoute, merci Corentin. Donc, comme tu le disais, c'est disponible, hein, c'est sorti en VF chez Panini Comics. Il y a 2 tomes qui sont parus. Donc, le premier est à 17€, le deuxième à 18. Et par ailleurs, Jupiter's Circle a été publié également en intégrale chez le même éditeur. Donc, c'est pour 28€. Donc, voilà, vous avez de quoi lire et de quoi sustenter votre libraire si jamais vous passez commande chez lui. Je te remercie, Corentin, pour donc Jupiter's Legacy. Bah, ça m'a fait plaisir. Dans ce Back Issues du reconfinement. Et donc, on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain numéro. Salut! Salut, RIP Jeune Connerie.